Et si la clé de la richesse ne se trouvait pas dans un portefeuille, mais dans la tête? C'est ce qu'on va explorer aujourd'hui, la psychologie de l'argent. On va voir comment nos pensées, vraiment, façonnent notre réalité financière. C'est la question qu'on s'est tous posée un jour, non? Pourquoi certaines personnes semblent attirer le succès financier comme un aimant alors que d'autres rament? Est-ce que c'est de la chance, de l'intelligence ou juste les circonstances? Eh bien, les sources qu'on analyse ici suggèrent que la réponse se trouve ailleurs. En fait, la thèse centrale est aussi simple que puissante. Notre monde intérieur, nos croyances les plus profondes, voilà le véritable moteur de notre réalité financière. C'est un changement de perspective assez radical qui nous redonne complètement le pouvoir. Allez, on plonge dans le vif du sujet avec un premier concept clé, l'état d'esprit d'abondance. L'idée de base, c'est que ce qu'on vit à l'extérieur, c'est juste le miroir de ce qu'on cultive à l'intérieur. Alors, qu'est-ce que c'est cet état d'abondance? Attention, il ne s'agit pas du chiffre sur le compte en banque. Pas du tout. C'est avant tout un sentiment intérieur de richesse, de valeur personnelle, une croyance en son propre pouvoir. C'est un état d'être qu'on cultive activement et qui, selon cette approche, finit par attirer la réalité matérielle. Bon, d'accord, mais comment on fait concrètement pour cultiver cet état d'abondance? Eh bien, les sources proposent des actions très concrètes. Prendre le temps chaque jour d'être reconnaissant pour ce qu'on a déjà, agir avec générosité, se fixer des objectifs clairs. Ce sont de vrais outils pratiques pour, en quelque sorte, reprogrammer activement son esprit. Passons maintenant à une sorte de diagnostic. Parce que pour construire un nouvel état d'esprit, il faut d'abord comprendre et, disons, démanteler l'ancien. Et très souvent, tout commence dans notre enfance. Prenons l'exemple d'Alisa. Son histoire montre parfaitement comment les expériences de l'enfance peuvent créer un véritable scénario financier. Elle a grandi en entendant que la vie est dure et elle a fini par intégrer cette croyance. C'est devenu sa norme, ce qui, bien sûr, a limité ses actions et ses ambitions une fois adulte. Et ces croyances limitantes, on les connaît tous, n'est-ce pas? Des petites phrases comme « il faut travailler comme un forçat pour gagner sa vie » ou « les riches sont malhonnêtes ». On les entend tellement souvent qu'elles finissent par s'ancrer dans notre subconscient et elles agissent comme un frein à main sur notre potentiel, sans même qu'on s'en rende compte. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas une fatalité. On peut changer ces croyances. Le processus est assez simple en théorie. D'abord, on les identifie, on met le doigt dessus. Ensuite, on se demande d'où elles viennent. Est-ce que ce sont vraiment les nôtres? Et enfin, on choisit consciemment de les remplacer par de nouvelles croyances, plus positives. C'est un vrai travail de reprogrammation mentale. On aborde maintenant une idée assez fascinante. Et si on voyait l'argent, non pas comme un objet, mais comme une énergie? Rien que ce changement de perspective, ça change complètement la façon de l'appréhender. L'idée est simple. L'argent doit bouger. Pensez à une rivière. Si l'eau stagne, elle croupit. Si elle coule, elle reste fraîche et vivante. Eh bien là, c'est pareil. Si on accumule l'argent par peur, il stagne. S'il circule, il se multiplie. C'est le fameux principe du flux. Cette comparaison, elle met en lumière deux mondes. D'un côté, l'approche de la pénurie. On a peur, on accumule, on bloque tout. De l'autre, l'approche de l'abondance. On investit, on fait circuler, on donne, on reçoit. Ce sont deux mentalités qui créent deux réalités financières totalement différentes. Et ce n'est pas juste de la théorie. Les sources nous donnent des exemples très concrets. Des philanthropes comme Warren Buffett ou Bill Gates qui font circuler des milliards. L'idée sous-jacente, c'est que le fait de donner renforce l'état d'esprit d'abondance et entretient le flux d'énergie. Ça crée un cercle vertueux. Allez, on arrive à la dernière partie et c'est peut-être la plus importante. Si l'argent n'est qu'un outil, une énergie, alors c'est quoi le but final? C'est quoi la véritable richesse? C'est une question personnelle essentielle. Si on oublie les chiffres sur le relevé de compte pendant une minute, qu'est-ce que la richesse représente vraiment? La liberté? La sécurité? Le temps? Ou autre chose de plus profond? L'histoire de Maxime est très parlante. Ce type était un programmeur qui gagnait une fortune, mais il se sentait vide à l'intérieur. Il a fini par tout quitter pour devenir artiste. C'est là qu'il a trouvé sa vraie richesse. Une richesse liée à sa passion, à son but, bien au-delà de son salaire. Au final, la vraie richesse est multidimensionnelle. Bien sûr, le bien-être financier en fait partie, mais il y a aussi la santé, des relations épanouissantes, le sentiment d'avoir un but dans la vie, de pouvoir contribuer. C'est une vision du succès beaucoup plus holistique, beaucoup plus complète. Et on termine avec cette question pour boucler la boucle. Si notre monde extérieur est le miroir de notre monde intérieur, alors ça veut dire que le pouvoir de changer notre réalité nous appartient. La question n'est donc pas tant de savoir ce qui est possible, mais plutôt qu'est-ce qu'on choisit de croire, de cultiver et au final de refléter.